appelle ça, c'est un robot Kalinor. Alors pour moi, ce robot, c'est le symptôme d'un court-circuitage politique typique et classique. C'est que dès qu'on diagnose qu'il y a un besoin de soins, on essaye d'inventer une technologie soigneuse. Et voilà. Et d'ailleurs, ce robot, il a été patenté par Disney. Bon, dans l'intervention qui suit, je vais essayer de vous introduire à la genèse d'une pensée politique très particulière et curieusement constante. Et c'est celle qui voit dans le numérique éducatif un potentiel énorme pour, en fin de compte, rendre la société plus productive, pour qu'elle puisse participer au mieux dans une compétition globale entre les nations. Et bien sûr, le moyen principal d'atteindre ce but, c'est de former les jeunes d'une nouvelle façon et de leur donner des compétences pour un marché de travail qui, on dit, les demande fiévreusement. Donc, il faut disrupter l'éducation, parce qu'on juge le système éducatif trop statique, le système éducatif se mire trop dans le passé, il est trop dépendant d'une autorité anti-moderne c'est ça, c'est le professeur ou l'éducateur qui ne veut pas ou ne peut pas comprendre que les temps ont changé et que le besoin des jeunes est radicalement différent, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et que les préoccupations des professeurs et des enseignants aujourd'hui, c'est des vieux kantiens qui ont hérité leurs idées des Lumières et ils ne savent pas répondre à ces besoins. C'est le propos qu'on a répété depuis les années 70 et puis on peut dire aujourd'hui qu'on fête un peu le cinquantenaire de la guerre, j'appelle ça la guerre d'épuisement contre l'idée même de l'industrialisme. J'ai prêté ça de Boltanski dans son Société Projet. Alors c'est l'idée qu'on combat toujours de la même façon pendant 50 ans. C'est un peu le propos que je vous fais. Alors cette description, ça peut vous sembler banale et simpliste, vous l'avez sûrement entendu avant, et on se la raconte souvent dans les cercles humanistes et académiques, mais là j'ai essayé de chercher un peu où est-ce que ces idées se sont formées concrètement. Et j'ai fait ça par essayer de lire le plus de possible de rapports politiques sur le sujet de la numérisation de l'éducation depuis 1970, de toutes ces institutions comme l'Union européenne, World Economic Forum, l'OCDE, tout ça. Et alors je vais juste vous faire cette petite histoire, on pourrait aussi appeler ça une pathogénèse d'une certaine façon de penser. Et je finirai peut-être par vous raconter un peu l'histoire de mon pays d'origine, le Danemark, qui est le pays le plus numérisé au monde et qui mise plein de rêves et d'espoir là-dedans. Pendant que je raconte cette petite histoire, j'aimerais bien que vous ayez parallèlement en tête ce propos incroyable que Andreas Schleicher a dit en novembre 2017. Il y avait une téléconférence et je lui ai demandé si je pouvais partager ce propos-là. Il dit le problème basé sur ses données PISA depuis 20 ans, quelque chose comme ça, pour lui, la conclusion est que la technologie fait plus de dégâts qu'elle fait de bon. C'est incroyable que Andreas Schleicher et OCDE disent ça, parce qu'ils ont publié des documents sur ça tout le temps. Et moi, j'ai failli m'évanouir quand j'ai compris que les institutions internationales comprennent eux-mêmes qu'il y a un problème. Alors, voilà. Le premier document historique que je voudrais vous montrer, c'est un document de UNESCO, et c'est écrit par Henri Dieuzel. Je ne sais pas si vous le connaissez, il était il était connu dans les années 70 pour ses livres Techniques audiovisuelles dans l'enseignement et Nouvelles technologies, un autre livre.
Et c'est la première fois au moins que moi je vois dans mon corpus ces arguments qui sont devenus standards dans toute pensée politique. Et c'est que pour la première fois on ne peut pas résoudre... Non, d'abord que l'éducation c'est un monstre problème. Et on peut seulement résoudre ce problème avec la technologie. Et il dit que c'est impossible to meet the demand by linear expansion. On ne peut pas résoudre le problème de l'éducation en bâtissant plus d'écoles ou employant plus de professeurs. Alors il voit dans la technologie un potentiel pour, je dirais, briser la malédiction linéaire de l'éducation. Et c'est un peu ça l'histoire ou l'espoir qui est attaché aux technologies éducatives, c'est qu'en fin de compte, ils peuvent rendre la société plus productive, ou tout le secteur pédagogique plus productif. Alors chaque fois que je vous montre un document comme ça, c'est un peu ça. C'est un peu comment dire, tous les clichés dans ces rapports. Alors ils apparaissent toujours ensemble, et je crois que c'est Josette qui, pour la première fois, a fait cette pensée-là, ou qui l'a publiée. En 1995, l'Union européenne publie un document qui aura beaucoup d'influence. C'est un white paper qui encourage, ou qui a plusieurs buts stratégiques, et c'est d'encourager des connaissances nouvelles, lutter contre l'exclusion, rapprocher l'école et l'entreprise, et faciliter la mobilité des étudiants. Alors, pour moi, c'est la première fois encore que je vois dans la pensée politique l'argument que le numérique peut aider les jeunes à consommer des médias d'apprentissage en route ou dans le bus ou dans le train, tout ça. Et moi j'appelle ça deux nouvelles constantes dans l'argumentation pour le numérique. C'est toujours de se rapprocher aux entreprises par Skype, par le mail, tout ça, et bien sûr de faciliter la mobilité. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais... Moi, ça ne m'est jamais arrivé de voir un jeune dans le bus consommer des médias d'apprentissage. Alors, là, c'est 2001. Ça, c'est un constant aussi dans le discours du potentiel numérique. C'est le World Economic Forum qui est un acteur extrêmement important dans ce domaine, qui voit ici... c'est la notion de la révolution. Alors, ils disent qu'il y avait des progrès énormes dans la biotechnologie qui a causé une révolution verte en agriculture, et le numérique pourra faire exactement la même chose dans l'éducation. Alors, je vous ai déjà dit que Schleicher a dit, après 50 ans, l'effet est négatif. Alors, ce terme de révolution, on la voit partout dans tous ces documents. C'est un standard, c'est un cliché. Même dans Jules Ferry, on parle d'un tsunami. Le développement technologique, c'est naturalisé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui vient en dehors et tout ça. Aussi, un autre argument que je vois très souvent aussi, c'est que la révolution est partiellement due au fait que les coûts ils baissent tout le temps. Ce qui semble un peu paradoxal quand les budgets ils montent tout le temps. Je ne sais pas si vous avez compris le paradoxe. Mais, le catastrophe, non, je dirais, en 2001, la World Economic Forum, ils font un index qui s'appelle le World Readiness Index. Je ne sais pas où la France se place sur cet index, mais j'appellerais ça
le premier pas envers l'autoréférentialité complète. C'est-à-dire que tout succès avec le numérique, ça a à faire avec si on se place bien sur un index de la numérisation. Alors, ce World Readiness Index, ça mesure le nombre d'ordinateurs dans le pays, le nombre d'utilisateurs de Wi-Fi et tout ça. Et en 2009, le Danemark trônait cet index, on était très très fiers. Il y a plein d'institutions danoises aujourd'hui qui sont très tristes qu'on n'ait plus le premier sur cet index, et personne ne parle de qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'effet social d'être sur l'index. Alors, pour faire tout ça, c'est un petit synthèse de tous ces rapports que j'ai lus. Alors, presque tous les rapports qui se publient aujourd'hui, c'est qu'on parle toujours de l'informatique comme une révolution ou une force naturelle qui a le potentiel d'introduire des logiques de croissance non linéaires. Et si on veut détailler ça un peu, c'est une panoplie de potentiels. C'est le potentiel d'inspirer les élèves. Il y a l'histoire de ce Digital Generation qui peuvent seulement être inspirés s'il y a quelque chose qui brille comme ça. Et les logiciels éducatifs ont le potentiel de différencier l'éducation, dit-on, et de libérer des ressources pour les élèves faibles. C'est un cliché qui se répète très très souvent. C'est que l'ordinateur peut différencier et que le professeur peut amener ses ressources pour aider les plus faibles. L'Internet peut donner accès à un savoir actuel et grâce à l'Internet et les plateformes de collaboration, il est possible que les élèves s'entraident sur ces plateformes. Les deux derniers arguments, c'est la mobilité, comme je vous ai dit, et puis d'ouvrir l'école. Le dernier argument qui est un peu bizarre, c'est que c'est très important de numériser toute l'éducation parce que l'expérience que les jeunes se font avec l'interface leur prépare pour le futur. Alors, pour moi, c'est un propos très paradoxal parce que l'interface change tout le temps. Alors, moi je savais programmer le VHS et ça ne m'a pas vraiment donné de compétences. L'interface VHS n'a rien à faire avec l'iPad aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas vraiment cet argument. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a deux penseurs américains très méconnus, mais qui ont une influence énorme dans ces papiers. C'est Seymour Papert, vous connaissez? Oui. Qui, je crois qu'on pourrait appeler un Rousseau 2.0. Ce qu'il a dit, c'est que toute éducation est un scandale envers la curiosité intrinsèque de l'enfant. Alors, toute éducation prévient l'enfant de se faire des connaissances ou des savoirs lui-même. Et c'est la même chose avec Mitch Resnick, c'est qu'il faut laisser ses enfants seuls. On parle souvent il faut que le professeur change de rôle de sage on the stage pour devenir the peer at the rear. Alors, faisons le bilan. C'est un peu aléatoire que je fasse un bilan, mais maintenant, mais je trouve que 50 ans est un beau moment. Et là, il y a 2 ans, l'OCDE encore a publié un rapport, et c'était incroyable ce qu'ils ont marqué dans ce rapport. Alors, il disait que, d'abord, que les pays qui utilisent le plus sur le numérique ne voient aucun effet. Que si on donne un ordinateur aux enfants précarisés, scolairement, ils vont beaucoup plus mal. Hein. Ils ne voient pas d'effet de mobilité sociale. Qu'est-ce qu'ils disent encore et on ne voit pas ce peer learning, en tout cas tout est une catastrophe, hein. Vraiment. Mais
Mais quand même, il dit Andreas Schlager dans ce rapport, c'est qu'il faut garder une stratégie digital first parce qu'il y a une promesse technologique qu'il ne définit pas. C'est quelque chose de très flou c'est très bizarre comme document. Moi, j'avais cru qu'au moins au Danemark ou en France, que tout le monde allait lire ce truc-là et être scandalisé par les investissements énormes qu'on a fait là-dedans, sans pouvoir le montrer sur aucun index, et même à l'intérieur des institutions politiques. La réaction danoise, c'était d'être très, comment dire, flattered by the Boston Consulting Group. Alors Google, ils ont commissionné un think tank américain. Ils ont publié 4 rapports, je crois, Digitizing Belgium, Digitizing la Hollande, Digitizing Denmark et tout ça. Et là, ils disent qu'il y a un potentiel énorme lié au numérique. Et même si le Danemark, ça va très bien sur l'index de la numérisation, there is no room for complacency. Alors la réaction du Premier ministre, c'est d'adopter tous les conseils dans ce rapport. Alors on ne pourrait pas appeler ça ouais, la prolétarisation du Premier ministre, quoi, qui arrête de penser. Il dit qu'il est très, puis il est très content qu'on nous montre cette attention, et il ne sait pas qu'on a juste personnalisé un rapport, mais au niveau national. Et ce document est plein de tous ces clichés que je viens de vous raconter. Je vais me donner un peu la liberté de jeter la caution que normalement je garde au Danemark, parce que mon analyse à moi, c'est qu'au Danemark, qui est le premier sur tous ces index, il y a le plus de nombre d'écoles, le plus de smartphones, le plus d'heures devant l'écran, et je dirais que c'est complètement catastrophique pour toute la société. Il n'y a aucune preuve que ça fait rien d'autre que d'affaiblir la capacité de concentration. Il y a plein d'histoires de stress, d'angoisse et tout ça, et tout ce état-providence où il y avait tellement de soins entre nous, c'est en train de se dissoudre, et je dirais que la recette aux catastrophes, c'est que comment dire, la dissolution complète du sujet kantien, cette pédagogie roussienne qui a été très importante au Danemark, combinée avec le marketing de Google, combinée avec le numérique, a des conséquences désastreuses. Ouais, et puis la rhétorique révolutionnaire, et on nous dit tout le temps, on ne peut pas relaxer. There is no room for complacency. Alors, je trouve que c'est incroyable que Google a réussi. Je crois qu'on a payé en 10 ans environ 7 milliards d'euros pour tous nos iPads dans les écoles. Et c'est incroyable, c'est 2% du budget scolaire national par année. Alors, et c'est ça le court-circuitage politique, le robot qu'on a vu au début, c'est que il paraît que c'est absolument impossible de revenir sur les fondamentaux, de penser, de réfléchir, même quand Andreas Schlager il conclut que ça ne marche pas. Alors on commence maintenant l'association des municipalités, tout le monde doit faire des brainstorms, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans l'éducation, le blockchain, l'Internet of Things, l'intelligence artificielle, le big data. Ils prennent tous les buzzwords et ils forcent tout le monde à se préparer au futur. Voilà, ça c'était le petit tour historique. Et je vais arrêter ici. Merci, Jasper. Tout à l'heure, si on en a le temps, je reviendrai sur tout cela, parce qu'il ne faudrait pas conclure de tout cela que le numérique n'est pas un enjeu
pour l'école, l'université, etc. Bien au contraire, c'est tout à fait un enjeu. Mais la question, et je pense que c'est aussi ce que pense Jesper, mais la question c'est quel est l'enjeu véritable? Voilà. On essaiera d'en reparler peut-être après dans la discussion. En tout cas, moi j'ai un discours là-dessus spécifique qui est partagé par un certain nombre de personnes, par au moins 2 personnes qui sont sur cette table ronde. Je propose qu'on poursuive la discussion dans le contexte de la table ronde, si ça vous convient, mais c'est une proposition que je fais. Je pense que ça serait bien que Anne Lambert, parce qu'elle écrit une note pour le territoire à fond non contributif, sur la différence entre savoir et compétence. Ça te paraît possible d'en parler un petit peu ou pas? Tu avais l'intention de faire autre chose peut-être? Du coup, j'avais l'intention de plutôt parler des études digitales et tout ça. D'accord. Mais bon, c'est pas ça se croise. Il faudrait juste qu'on nous donne un micro. Ah, voilà, il y a un micro là. Donc, on va utiliser le micro. Je proposais que Anne commence par parler un petit peu de ça, j'y reviendrai moi-même. Peut-être ensuite, Gérald, tu as envie de parler un petit peu de ce que tu fais à Durham? Je pourrais bien sûr, oui. Oui. Mieux s'il serait possible de brancher mon laptop, sinon je Oui, peux... on va le faire, mais tu viendras à ma place à ce moment-là. Je propose qu'ensuite M. Alouche ait la parole et qu'on termine avec Rodrigo pour parler de ce qu'on essaye de faire avec la FCPE et ensuite on ouvre une discussion générale. Ok. D'accord, du coup je fais un petit point sur la distinction entre compétences, savoir, voilà, bon. Alors oui, tout simplement, donc c'était simplement pour préciser un petit peu peut-être le contenu de cette notion de capacitation. Effectivement, ce qu'on désigne par capacitation dans le cadre de ce programme de recherche du territoire apprenant contributif, dans le cadre de l'IRI et de Pleine Commune, donc ce qu'on désigne par capacitation, c'est le développement des capacités ou des savoirs des individus. Donc on entend savoir aux 3 sens de savoir-faire, savoir-vivre ou savoir-concevoir, mais on distingue donc les capacités ou les savoirs des compétences. Donc le développement des capacités ou des savoirs, il se distingue de l'acquisition des compétences, dans la mesure où les compétences à acquérir, elles précèdent toujours l'individu qui est justement censé les acquérir, et elles correspondent en fait à des standards comportementaux qui sont prédéterminés, auxquels l'individu va devoir se conformer. Alors qu'au contraire, le développement des capacités correspond au développement des possibilités d'existence singulière de chaque individu, et possibilités d'existence que chaque individu va pouvoir exercer et actualiser à partir du moment où il va s'individuer collectivement, c'est-à-dire à partir du moment où il va pratiquer et partager des savoirs avec d'autres individus. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si un individu ne fait qu'appliquer des règles préétablies ou répéter des comportements acquis, il n'est pas en train d'exercer un savoir ou de développer des capacités, mais il met en œuvre des automatismes et des compétences. Ces automatismes et ces compétences, ils sont nécessaires à la pratique du savoir, mais par contre, ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que pour qu'il y ait véritablement pratique de savoir ou capacitation, il faut que l'individu puisse aussi inventer, créer, produire de la nouveauté, donc en fait désautomatiser les automatismes qu'il a acquis et inventer des capacités nouvelles. Donc voilà, quand un individu se capacite en pratiquant un savoir, en fait le savoir qu'il pratique va lui-même se transformer par l'intermédiaire de la pratique singulière de l'individu, et l'individu va se transformer aussi à travers la pratique de son savoir. Donc, en ce sens, un individu se capacite en transformant son savoir et en transformant donc les pratiques de ses pairs, ceux qui pratiquent le savoir avec lui. Et l'individu ne peut développer ses capacités et se transformer qu'en exerçant ce savoir et en participant à sa transformation. Donc, tout savoir, du coup, peut être considéré comme un processus transindividuel, c'est-à-dire comme un processus qui n'existe qu'à condition d'être transmis, pratiqué et transformé par plusieurs individus qui partagent un certain nombre de règles communes, qui se transmettent de génération en génération et qui se transforment avec le temps à mesure que chaque individu pratique différemment son savoir et inscrit des bifurcations dans ce savoir, en inventant de nouvelles manières en fait, de pratiquer ce savoir. Donc, par exemple, dans les différents exemples qu'on a vus pendant les jours qui ont précédé, dans le cas des mécaniciens de rue, par exemple,
bon, bah, il est clair que les mécaniciens de rue qui pratiquent la mécanique de rue partagent un certain nombre de compétences mécaniques, de techniques de la mécanique, qui sont autant de règles qu'ils ont intériorisées à travers des gestes et des connaissances, mais que ce qui fait que leur pratique est une pratique de savoir, c'est aussi qu'ils sont capables en fait d'inventer, de transformer ces savoirs pour répondre à de nouveaux problèmes, par exemple en réparant certaines pièces ou en transformant des moteurs à essence en moteurs électriques, etc. Là où au contraire, ce que rappelait donc Abou Ndiaye, l'anthropologue qui est intervenu hier, c'était que les garagistes qui sont dans une situation où ils auront perdu leur savoir, eux ne pourront que simplement remplacer des pièces voilà, disponibles à l'avance. Dans le cas, par exemple, de la clinique contributive qu'on évoquait ce matin, le savoir éduquer d'un enfant, le savoir éduquer un enfant, pardon, qu'une mère ou qu'un père possède, va supposer aussi de partager un certain nombre de pratiques et de règles, comme la capacité de jouer avec l'enfant, de lui parler, etc. Mais surtout aussi la capacité de transformer ses règles et ses conduites pour répondre à de nouveaux problèmes. Donc par exemple, la capacité à transformer les manières de parler et de jouer pour faire face aux besoins d'un enfant qui souffre de troubles attentionnels, par exemple, ou de troubles du comportement en raison de la surexposition aux écrans. Et de même, enfin, dans le cas des savoirs concevoir ou des savoirs théoriques, bon, c'est toujours la même idée, je passe sur cet exemple qui n'est peut-être pas nécessaire. Bon, et donc, voilà, alors pour faire le lien simplement entre cette question de la capacitation et cette question du soin, en fait, si la pratique de ces différents savoirs a une valeur en fait pour la société et pour les territoires sur lesquels ils sont pratiqués, c'est parce que ces savoirs sont toujours des manières de prendre soin donc de soi et des autres, en prenant soin du milieu en fait, du milieu donc technique ou du milieu artificiel qui est partagé par les différents individus, et en prenant soin donc de ce milieu technique et des relations sociales qui s'y déroulent. Et donc voilà, à chaque fois qu'un savoir est pratiqué, il s'agit pour les individus de développer collectivement des capacités permettant de prendre soin du milieu technique dans lequel ils vivent et qui pourraient, en fait, s'ils n'en prennent pas soin, se révéler dangereux ou toxiques pour eux. Donc les différents savoirs sont à chaque fois des manières pour les individus de se relier socialement par l'intermédiaire de leur milieu technique ou artificiel ou de leurs objets techniques, en adoptant ce milieu artificiel ou ces objets techniques, en cultivant des relations sociales. Donc par exemple, dans le cas de la mécanique de rue ou de la clinique contributive, dans le cas de la mécanique de rue, bon, le mécanicien de rue, donc dans une certaine mesure bien sûr, hein, où son activité peut être intégrée socialement et économiquement à son territoire, dans cette mesure-là, le mécanicien de rue, effectivement, prend soin de ses concitoyens et de son environnement en apprenant, en fait, au sein, par exemple, des clubs thérapeutiques dont on parlait les jours précédents, en apprenant à ses concitoyens, par exemple, à réparer leur voiture plutôt qu'à les envoyer, à les déposer à la casse, ou bien à remotoriser. Voilà, il va prendre soin des véhicules en les remotorisant différemment, en les conformant à des critères plus écologiques, etc. Là où ces véhicules, ces voitures, si on n'en prend pas soin, tout simplement, elles peuvent être une voiture qu'on ne sait pas conduire ou dont on ne connaît pas le fonctionnement, peut causer des accidents. Évidemment, une voiture trop polluante va créer un milieu toxique pour les individus. Et de même, hein, dans le cas de la clinique contributive dont on parlait tout à l'heure, une mère ou un père qui éduque ou qui prend soin de ses enfants, prend toujours soin de ses enfants en prenant soin du milieu qui entoure ses enfants. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en cuisinant une nourriture saine, en aménageant leur foyer, ou en prenant soin des objets qui les entourent, c'est-à-dire en réglant en fait l'usage de ces objets, que ce soit leur doudou ou leur smartphone ou les écrans qui les entourent dans leur maison, sachant que une nourriture qui ne serait pas cuisinée ou pas saine ou dont on ne prendrait pas soin, et de même des écrans qui ne seraient pas utilisés ou pratiqués de manière réfléchie pourraient se révèlent dangereux pour la santé
pour la santé des enfants. Voilà, donc ça c'était simplement pour faire un peu le lien entre capacitation et soins. Peut-être que je vais m'arrêter parce que j'ai peur de prendre trop de temps et sinon je pourrais dire un petit mot tout à l'heure des études digitales. Voilà. Gérald? Ah, tu voulais brancher ta machine. Ok, alors j'arrive. Alors, le problème, voilà. Je vais récupérer ça. Que tu as C'est le bon? Ça va le bon pour moi, mais ça change tout le temps après. Oui. Heureusement, ça. Je te donne la classe, je m'assois. Alors, ok, alors vous avez un bref moment là pour lire les emails personnels de mes étudiants. Ça va beaucoup mieux ici. Alors, je commence en disant que mon trait de recherche personnel porte sur les conséquences de la différence entre l'adaptation et la construction des niches à partir de la pensée évolutionniste. On dit de plus en plus de nos jours que la métaphore de l'adaptation parmi les biologistes est non seulement c'est pas une explication suffisante de l'évolution, mais c'est aussi exploité de façon idéologique par la pensée néolibérale qui consiste à exploiter l'adaptation, c'est-à-dire exploiter la capacité des ouvriers, des travailleurs, des employeurs de s'adapter à des conditions de plus en plus intolérables, insupportables de travail. Par conséquent, en biologie, on parle de nos jours de la construction des niches comme l'activité principale de la vie. La vie, avant de s'adapter, s'adapte en se construisant un milieu, comme parlait Bernard en faisant allusion, en faisant référence au travail de Georges Canguilhem. Se créer un milieu, ça veut dire établir des normes par lesquelles on peut vivre dans un environnement. Alors, ma question donc, et c'est le sujet de mes recherches dans le domaine des études digitales, est comment convertir des espaces, des zones d'adaptation forcée. Ça veut dire par exemple des territoires où les citoyens, habitants, n'ont que de choix que de s'adapter à n'importe quel environnement, on leur donne comme maison, comme appartement, comme quartier. Comment convertir des zones d'adaptation en niches construites de façon collective. Et c'est à cet égard que je cherche à développer des outils techniques pour permettre aux citoyens de se réapproprier leur alentour, leur milieu. Je vais passer maintenant à vous donner quelques images. Alors, c'est ça, mon propre milieu, c'est Durham, petite ville médiévale au nord de l'Angleterre, très connue pour un château, une cathédrale et des problèmes énormes de désindustrialisation qui persistent depuis les années 80 avec la clôture des mines et des taux de chômage alarmants. La solution de la ville de Durham, la municipalité, cherche à bâtir énormément de magasins, de créer des centres commerciaux qui n'intéressent personne. Nous créons une nouvelle zone de commerce avec 200 magasins et plus de la moitié reste toujours vide. Donc, évidemment, c'est une solution totalement inadéquate au problème de la mort de notre ville. Alors, la solution sur laquelle nous travaillons à l'université de Durham est donc de trouver des plateformes pour
aider aux citoyens de se reconstruire leur milieu, un milieu qui est de plus en plus une zone d'adaptation et pas une niche construite. Et à cet égard, nous profitons de... Quand Bernard parle du côté toxique de BIM, de Buildings Information Management, il y a aussi des possibilités curatives auxquelles je tourne mon attention maintenant. Alors, je vais vous montrer un clip très court avant de l'expliquer. Tu peux parler dans le micro, Gérald. Je parle pas dans le micro. Alors, vous verrez la reconstruction avec un logiciel de BIM, un prison qui existait tout au centre de la ville entre le 14e et le 19e siècle, mais qui a été détruite en 1823 et qui aurait dominé le paysage de la ville de Durham. Nous tentons de reconstruire toute l'histoire de Durham depuis des logiciels gratuits comme Minecraft, comme des logiciels BIM, pour aider aux citoyens de trouver des possibilités avec ces outils digitaux, numériques, de créer des savoirs, de participer dans la construction de nouveaux savoirs sur leur territoire et donc de participer dans des projets de recherche collaborative. Je vous pose une question très rapidement. Si vous regardez dans le fond ici, qu'est-ce que je cherche? Qui voudrait deviner d'où nous avons trouvé toutes les données pour le paysage, la colline que vous verrez derrière le prison? On les a importées depuis Minecraft. Le département topographique britannique a fait une reconstruction de l'île avec Minecraft, avec toutes les données ouvertes et gratuites à télécharger, qu'on peut utiliser pour des projets pédagogiques. Et donc, nous avons importé la colline, la reconstruction des paysages, pour remettre un projet, le prison, le château. Et c'est le premier, ça fait partie du pilote que nous construisons, qui serait, j'espère, d'ici quelques ans, une reconstruction virtuelle de Durham en 4 dimensions. Alors, la raison pour laquelle nous faisons tout ça, si on vit dans une zone d'adaptation, c'est très difficile de l'éprouver comme le sien. Il n'y a pas de rapport affectif aux institutions, aux organisations. Si je pense aux émeutes à Londres il y a quelques ans, la raison pour laquelle les citoyens, les habitants de Tottenham étaient capables de détruire leur quartier, c'est parce que ce n'était pas leur quartier. Il n'avait joué aucun rôle dans la construction, il n'avait aucun rapport affectif aux bâtiments qu'il détruisait. Si nous permettons aux participants de reconstruire leur milieu, de redevenir contributeurs à la construction des savoirs, des projets de vitalité locale, on espère que ça peut régénérer non seulement la vitalité locale, mais aussi l'économie locale davantage. On a la deuxième partie de ce projet va consister, par exemple, à financer des petits commerces avec des imprimantes en 3D. Maintenant, si on veut des jouets au Lego, ce sont des jouets qui n'ont rien à faire avec sa localité, qui sont très universels, hyper générales. Mais si on pourrait donner à un enfant une version Lego d'une ruelle qu'on a construite pendant son cours à l'école,
ça devient non seulement une activité économique locale, mais ça devient une nouvelle manière de créer des savoirs. Je m'arrête là. Merci beaucoup Gérald, c'est très très intéressant ce que tu viens de dire, notamment pour le lien avec la table ronde de ce matin, parce qu'on parlait des objets transitionnels et de la possibilité de transformer ces objets transitionnels qui sont des pharmacas, qui sont toujours toxiques, en objets précisément transitionnels. Donc on va y revenir très certainement, et tout ce que Gérald Moore vient de nous présenter pour Durham concerne beaucoup le projet de Pleine Commune aussi. Bien entendu, vous avez compris qu'on va essayer de coopérer sur ces questions. Monsieur Alou, je vous passe la parole. Merci beaucoup et merci encore pour votre invitation. Donc, en fait, moi, je n'ai pas d'intervention parce que j'ai vraiment voulu jouer le pari de la table ronde. Donc, je vais un petit peu réagir aussi à la fois à la thématique du colloque et à l'intervention de notre collègue tout à l'heure sur les technologies éducatives. Donc, le point de vue que nous avons évidemment dans l'éducation nationale et dans les académies, puisque je viens, comme la plupart de mes collègues, d'une académie, de plusieurs académies, c'est qu'il n'y a jamais eu, enfin en tout cas dans nos discours, moi ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille sur le sujet à la fois comme formateur et puis autrefois comme enseignant tout simplement, il n'y a jamais eu de pensée magique de l'outil. Voilà, c'est quelque chose qui est souvent rejeté, mais qui en fait sur le terrain n'est pas vraiment présent. Il faut rappeler que l'école est un lieu de synthèse, c'est pas un lieu où il y a une pensée magique d'un outil, que ce soit le tableau, la chaise, ou la craie, ou l'ordinateur, ou la tablette. C'est avant tout un lieu où il y a une expertise pédagogique qui est en place, qui est du fait des enseignants, tout simplement. Hein, et que les enseignants sont avant tout des experts de leur discipline et de la transmission de savoir et de la transmission de compétences. Et qu'il n'y a jamais eu ce raccourci qu'on entend souvent dans les médias. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on le perçoit lorsqu'on traite rapidement du sujet, c'est-à-dire la fameuse approche de la plus-value de l'outil. Voilà, si je mets un ordinateur dans ma salle de classe ou si j'équipe une école d'ordinateurs ou de tablettes, que va-t-il se passer comme s'il y avait un effet magique de la technologie, ce qui n'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que c'est pris sur le terrain, bien sûr. Il suffit de parler aux enseignants, aux formateurs, aux inspecteurs, aux chefs d'établissement. Ces personnes-là savent bien que c'est une alchimie qui se déroule dans l'établissement, entre, on va dire, le projet d'établissement, l'organisation des enseignements, et puis le numérique. Et par contre, nous, ce qu'on dit depuis maintenant plus de 10 ans, donc autrefois j'étais dans le réseau Canopé que vous devez connaître, autrefois CNDP, etc., et actuellement au ministère, tout simplement, c'est qu'il faut une appropriation professionnelle, intellectuelle du numérique. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, le numérique, c'est pas du tout quelque chose de magique qui va d'un coup changer l'avenir de nos enfants ou les rendre plus productifs ou que sais-je encore, puisque l'école ne prépare pas du tout seulement à la productivité des élèves, mais prépare à la citoyenneté, au développement personnel, à l'épanouissement, pour parler vite, et entre autres aussi à la préparation au marché du travail. Donc c'est juste pour rappeler ça, c'est qu'en fait il n'y a pas de pensée magique de l'outil, et moi mon travail au ministère et autrefois en académie, c'est aussi de documenter les acteurs de l'école sur ce qui se passe dans la vie intellectuelle, notamment ce que vous faites depuis longtemps. Il y a quelques ouvrages qui nous ont marqués, comme l'école, le numérique et la société qui vient, sur lequel j'ai aussi écrit un petit billet il y a quelques années. Parce que pour nous, ce sont des ouvrages qui mettent le débat là où il le faut, c'est-à-dire à un niveau intellectuel, sachant que l'école est un lieu de savoir. C'est bizarre de rappeler les choses aussi simples, mais c'est d'abord ça dont il s'agit. Ce n'est pas un lieu où va se dérouler une sorte d'effet magique de, que sais-je, du tableau, de la craie, de la table ou de l'ordinateur, mais c'est un lieu d'expertise pédagogique. Et c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, le travail que je mène, et d'ailleurs j'ai travaillé avec Vincent Puig ici présent là-dessus il y a quelques années, c'est de rapprocher les acteurs de l'éducation de ce qu'on appelle les humanités numériques, les digital studies. Parce qu'on considère que c'est là que ça se joue. Voilà. C'est là que ça joue. Ça se joue sur les savoirs. La façon dont on apprend, dont les savoirs se construisent aujourd'hui, sur la part des données, des algorithmes dans les savoirs. Et là aussi, c'est pour responsabiliser les acteurs. Puisqu'évidemment, si on se contente d'équiper telle ou telle école, telle ou telle académie, et bien sûr, il y a un risque qu'on consomme comme on le fait chez soi, dans sa télé ou dans son PC ou sa tablette. On considère très modestement que l'école n'est pas un lieu comme les autres. Voilà, c'est un lieu où il y a une certaine exigence de formation, d'appropriation des connaissances,
Alors ce travail, évidemment, n'a pas lieu sans mal, puisque vous savez bien, enfin, si on prend le champ des humanités numériques et digital studies, c'est avant tout des champs transdisciplinaires. Toutes les disciplines sont concernées, évidemment, par le numérique aujourd'hui, toutes, sans exception. Les enfants, donc, quand ils vont entrer dans le monde professionnel dans 5 ou 10 ans, seront toutes et tous confrontés à des problématiques numériques. Ça, c'est un fait qui est assez incontestable. Et d'ailleurs, je me réfère à un ouvrage de Dominique Boulier que vous avez reçu hier, je crois, sa récente sociologie du numérique. Dominique Boulier dit bien à plusieurs reprises que quand il fait une sociologie numérique, il fait une sociologie totale. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est partout. Donc c'est juste prendre en compte ce fait-là. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on va croire que l'équipement de tel logiciel, de tel équipement, va avoir un effet d'un coup magique. Alors évidemment, le rapport de l'OCDE, je l'ai lu, bien sûr, et en fait, il y a une question qui émerge dans ce rapport, c'est que, évidemment, si on introduit le numérique à pédagogie constante et à organisation constante, bien sûr qu'on va à l'échec. Bien sûr, parce que le numérique, c'est pas du tout que des outils, c'est un nouvel environnement de travail, de nouvelles façons de travailler, et que, évidemment, si le chef d'établissement travaille comme avant, si les équipes pédagogiques travaillent comme avant, bien sûr qu'il y aura des difficultés, et c'est pas l'ordinateur, ni le NT, ni la tablette qui vont changer les choses. Voilà. Donc c'est juste pour rappeler ce point-là, mais qui me semble important dans une logique de capacitation, justement, puisque la capacitation en environnement numérique, elle suppose quand même un effort intellectuel qui est vraiment exigeant. Et tout à l'heure, je parlais de transdisciplinarité. Elle ne va pas de soi en école, parce que vous le savez bien, à part à l'école primaire, où évidemment le professeur des écoles ou la professeure des écoles est par nature interdisciplinaire ou transdisciplinaire, lorsque l'élève entre au collège puis au lycée, c'est plus du tout le cas. On a une compartimentation des enseignements et un projet transdisciplinaire, il faut une volonté collective assez forte pour l'organiser, pour le mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on prône ce rapprochement, que j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années maintenant, mais qui est long à mettre en place, entre les humanités numériques au sens très large et les acteurs de l'école pour mettre le débat là où il le faut. C'est-à-dire au niveau des enjeux intellectuels qui sont liés au numérique. Et en se basant, bien sûr, sur des travaux scientifiques. Je peux aussi rappeler les travaux de la regrettée Louise Merzo, qui nous a quittés il y a quelques mois, et qui était très très présente dans les écoles et dans les académies, et qui transmettait bien cette idée que le numérique, c'est le milieu des savoirs aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. On a parlé de milieu à plusieurs reprises aujourd'hui. Il y a une évidence scientifique aujourd'hui, c'est que tous les savoirs sont construits, sont transmis, sont diffusés, sont documentés, sont annotés. C'est un sujet aussi que vous traitez depuis très longtemps, avec les outils numériques. Donc c'est juste pour rappeler ce point-là. Évidemment, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Je pense qu'on est là pour ça d'ailleurs. On va la voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Rodrigo, tu veux enchaîner ou... Tu veux t'arrêter ? Non, c'est toujours difficile. On a toujours préparé quelque chose et puis on va changer et puis on va refaire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, merci pour l'invitation, Bernard. Moi, je suis Rodrigo Arena, je suis président d'une fédération de parents d'élèves qui s'appelle la FCPE, qui est basée en Seine-Saint-Denis pour ce qui nous concerne. Et on a pris contact donc, à travers Pleine Commune, mais surtout avec les travaux que nous suivons depuis très longtemps de Bernard Stiegler dans notre fédération en Seine-Saint-Denis, puisque, comme tout le monde, en fait, on est confronté à l'impact du numérique sur nos enfants, d'abord sous une question d'angoisse, de perte de repères, et aussi de pouvoir apporter des réponses finalement et un accompagnement dans la scolarité de nos enfants dans un milieu, vous disiez tout à l'heure, dans lequel des adultes se confrontent et sont censés en tout cas se travailler d'un point de vue coopératif pour ce qu'on appelle soit la réussite scolaire, soit l'émancipation des élèves, soit en fait amener le bonheur pour nos enfants. Tout ça sont des mots qui ne sont pas galvaudés pour nous, mais qui en tout cas sont sujets à une multiple interprétation et qui nous bousculent en fait, y compris dans nos propres pratiques. Je veux dire par là, c'est que la FCPE, comme beaucoup d'associations qui ont pignon sur rue et qui sont dans le jeu institutionnel, sont des organisations pyramidales dans lesquelles, par des systèmes de démocratie interne, des systèmes de cooptation, mais aussi de production de cadres, de transmission de savoir, de savoir-faire aussi, amènent en fait à déposséder leurs propres adhérents, parfois même, mais en tout cas pour ce qui nous concerne les parents, d'une parole et d'une intervention pour apporter des réponses à leurs propres problématiques. Tout ça est
est mis de façon exponentielle en avant, notamment par l'arrivée du numérique, puisque on se rend compte au quotidien que ce système-là de faire monter une parole en fait de la base vers le sommet, comme on dit, n'est plus d'actualité, n'est plus possible, dans la mesure où aujourd'hui la société, sur bien des aspects, fonctionne en réseau. Fonctionne en réseau à travers les parents, fonctionne aussi en réseau à travers les contacts que nous pouvons avoir de façon formelle ou informelle avec les équipes pédagogiques, aussi avec les institutions, je pense notamment au pouvoir politique, aussi de façon formelle ou informelle aussi avec les pouvoirs économiques qui veulent rentrer dans l'école d'une façon, et nous ne pouvons pas rester d'un point de vue, on va dire, très dogmatique sur ces questions-là, puisque quand nous parlons de lycée professionnel, évidemment que l'issue est le monde professionnel. Donc voilà, sortir des postures, sortir de tout cet héritage-là, qui fait que nous sommes bousculés sur nos pratiques et nous demande à nous réinterroger, à nous réinventer, et vérifier aussi les hypothèses que nous pouvons émettre dans un mode de démocratie participative, pour prendre des mots galvaudés, ou ici en Seine-Saint-Denis, sur tout ce qui est l'héritage de l'éducation populaire, qui est vraiment bousculé dans les pratiques auxquelles je viens de faire état, mais aussi dans les représentativités et dans les légitimités de parole qui en émergent. Je veux dire par là, c'est que comment est-ce que notre fédération, finalement, une fois qu'on a dit ça, se met au service d'eux pour ne pas rentrer dans un processus de récupération de parole et de parler à la place d'eux. Comment est-ce qu'on permet, en fait, à travers l'expérience que nous avons dans les écoles, mais aussi dans les territoires, de permettre en fait aux parents de pouvoir, en lien avec la société, donc ça va bien au-delà des parents, ça va aussi sur les grands-parents, sur les enseignants, sur les professionnels, tous ceux que j'essayais un peu de brosser, ce qu'on appelle communément la société civile, de pouvoir s'interroger finalement sur une école qui, d'une certaine façon, est en crise. Elle est en crise non pas parce que le néolibéralisme, même si évidemment, c'est pas mon propos que je veux dire là, même si je suis pas loin de partager ce qui s'est dit, simplement parce que qu'attendons-nous de l'école finalement? Est-ce que l'école doit être, comme sous les Spartiates, former des guerriers? Est-ce que l'école doit former, sous la déambulation péripatéticienne, aristotélicienne, des grands leaders et des grands dirigeants, tel Alexandre le Grand? Est-ce que nous devons avoir des nouveaux Machiavel qui forment des Laurent le Magnifique pour gérer une cité? Est-ce que nous devons former des travailleurs comme au XIXe siècle, des consommateurs comme au XXe siècle? Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants, et finalement, qu'est-ce que nos sociétés attendent de nos enfants? Et si nous n'arrivons pas, les adultes que nous sommes, qui avons quelque part aussi préempté la parole des jeunes, puisque nous parlons en leur nom, nous édictons des lois et des règles en leur nom sans souvent leur demander leur avis, qu'est-ce que finalement nous allons faire pour mettre en œuvre une école qui réponde à ce que nous attendons d'eux? Et force est de constater que quand nous posons cette question qui a l'air assez simple, assez bénigne, les réponses sont très hétérogènes, et que les méthodes actuelles de prise en compte de parole mettent en avant en fait les points sur lesquels nous trouvons des accords, en mettant sous le tapis ou en essayant d'évacuer finalement les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, puisque les dissensus, on a bien du mal à les traiter dans la société française et à l'école en particulier. C'est un vrai problème, parce que nous voyons bien que ce soit dans la jeunesse ou dans le monde hétérogène des parents, alors nous on a un réseau d'environ 4000 parents, donc on ne se sent pas autorisé à parler au nom des parents, mais quand même on a quand même aussi nos processus de recueil de parole et de discussion et d'élaboration de propositions et de solutions aussi par rapport aux problématiques. On se rend bien compte que un des enjeux que nous avons devant nous, c'est comment est-ce que nous intégrons cette dissensus, comment est-ce que nous les mettons en avant, et que c'est pas grave, et que c'est bien aussi de reconnaître les dissensus, parce que c'est aussi reconnaître l'autre, et que si nous ne reconnaissons pas aussi les personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord, nous aurons bien du mal à prendre soin de l'autre, pour prendre des termes d'ars industrialis, mais pas que, c'est pas votre monopole, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous ne prenons pas ça, nous aurons bien du mal à mettre en place une école qui permette l'émergence des savoirs, de concevoir, mais aussi qui aura bien du mal finalement à tenir compte qu'il y a des difficultés auxquelles nous ne pourrons pas répondre seulement en tenant compte des choses sur lesquelles nous trouvons un accord. Exemple concret, on parle beaucoup du numérique, qui dit numérique dit rapport à l'image, qui dit rapport à l'image dit par exemple au collège dit WhatsApp, WhatsApp qui évidemment est un GAFA, et évidemment à qui on essaye de dire aux parents et aux enfants évidemment que rien n'est gratuit dans le monde du numérique, sauf, alors expliquant très clairement que quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est nous-mêmes. Donc voilà, la protection des données, tout ça est quelque chose qui est assez emprunt, sauf que comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit concrètement par exemple dans un établissement de Seine-Saint-Denis, un réseau de 2000 élèves qui se transmettent à travers un WhatsApp des images d'élèves, dénudés pour certaines, dénudés pour certains aussi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tout simplement parce que le rapport à l'image n'est pas traité du point de vue des savoirs, mais simplement par l'utilisation d'un outil, d'une technologie dans laquelle c'est super funky, c'est super cool de mettre sa photo. Pour comment ça peut marcher que
Bernard et moi, je mets ta photo tout nu dans un réseau de collégiens, comment c'est possible ? Tout simplement parce qu'on peut imaginer que Bernard et moi, on entretient une relation amoureuse en tant que collégien, que quand ça se passe bien, par insistance de jus érotique, je lui envoie une photo de moi dénudé, je vais même moi tout nu, comme ça mettra la balance symbolique, et il s'avère que Bernard et moi, on va rompre, parce que c'est aussi le jeu de la découverte des jeux du amour et du hasard, comme dirait Marivaux, mais il s'avère que le fait que je me dispute avec Bernard, par souci de vengeance, met ma photo, dénudée évidemment, sur les réseaux sociaux, et qui fait le tour du collège. Voilà, ça c'est la vraie vie. Ça c'est la vraie vie, c'est ce que nous avons à traiter nous en tant que fédération, en tant que, entre guillemets, 115 de l'éducation nationale, puisqu'on a tendance à recevoir les gens qui vont mal et pas seulement les gens qui vont bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que dans notre société, cette disruption à laquelle on fait référence, fait que les avancées technologiques, finalement, les adultes et les élèves sont pris de court, et que le rapport à l'image, le fait que quand vous mettez une image sur les réseaux sociaux, de faire comprendre que cette image ne vous appartient plus, fait qu'il y a une insuffisance de notre société à pouvoir traiter finalement de ces difficultés, et ça met en émoi une classe, ça met en émoi un collège, ça met en émoi et en difficulté une équipe pédagogique, ça met en révolution un quartier complet, voire une commune complète, puisque évidemment ces personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux deviennent des superstars malgré elles, et pour certaines un traitement soit psychiatrique, pour certaines parce que se voir toute nue ou tout nu à travers 1000 élèves, c'est jamais très simple à gérer, mais surtout est-ce qu'on doit changer d'école, est-ce qu'on ne doit pas changer d'école, qu'est-ce qui a permis que, voilà, vous voyez, quand je vous décris tout ça, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. C'est ce à quoi nous sommes confrontés, et finalement, parce que nous n'avons pas répondu en fait à cette question, c'est si le numérique doit entrer à l'école, pourquoi faire ? Comment, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on éduque, et comment est-ce qu'on n'éduque pas aussi, puisqu'il y a aussi des questions du domaine de la vie privée qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, tout ça fait que cette longue digression pour dire que l'éducation, ce n'est pas non plus le monopole que du champ académique. Ce n'est pas simplement la réussite scolaire d'avoir un brevet des collèges, d'avoir un bac, de bien répondre à Parcoursup, etc. C'est pas tellement ça la question. C'est comment aussi est-ce que les divers champs de l'éducation, que ce soit des parents, mais ceux aussi de la société, rentrent aussi dans la formation et dans ce jeune adulte en devenir, qui évidemment est confronté à un milieu complètement différent, où nous, pour les plus de 40 ans comme moi, et pour les plus âgés, avons été élevés, avons grandi et éduqués dans un monde où l'exploitation, dans le monde du travail, était l'exploitation de la force mécanique. Désormais, nous savons qu'à l'avenir, ce sera l'exploitation des influx nerveux. On en a discuté assez longuement avec Bernard Stiegler, et que ça change tout. Ça change tout dans la mesure où qui dit influx nerveux dit nouvelle pathologie, et dit une nouvelle éducation aussi des parents, que les difficultés où sont confrontés les enfants ne correspondent plus au monde dans lequel les parents ont grandi, les références et les codes auxquels ils sont habitués, et que par rapport à ça, il va falloir développer une parole qui aille bien au-delà du jeu institutionnel classique, dans lesquels ce sont des personnes comme moi, c'est-à-dire ce que nous appelons à la FCPE des citoyens experts, des citoyens qui avons la capacité de lire les codes de l'éducation nationale, qui avons la capacité de comprendre le jeu institutionnel, qui avons le jeu de comprendre aussi les jeux d'acteurs qui s'évertuent, et dans en fait 90% de la population, voire plus, est exclue, puisque le jeu de la prise de parole n'est pas fait pour ces parents-là. Donc c'est pour ça que j'avais commencé mon propos, comment est-ce que nous nous instrumentalisons finalement pour ne pas récupérer cette parole et permettre de faire une émergence dans un processus dans lequel nous n'avons pas forcément les réponses, nous n'avons pas forcément les solutions, parce que ce qui compte ici, c'est finalement de redonner la parole à ceux qui finalement ne sont pas dans ce jeu-là, et qui pour autant, pour reprendre les questions de l'encapacitation à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité des citoyens finalement à répondre à leurs propres préoccupations en utilisant leur savoir-faire, leurs compétences, leur savoir-être, qui ne sont pas d'ailleurs parfois reconnus dans le champ éducatif, qui permettent d'apporter des réponses aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Tout ça est un enjeu civilisationnel. Je finirai là-dessus, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, où le monde s'invite, et où finalement la question du temps est centrale, puisque le temps est quelque chose inhérent aux civilisations, et comme nous avons plusieurs civilisations ici dans ce département, évidemment que ce traitement de la parole doit prendre en compte aussi ces différences culturelles, comme un début, une ébauche d'apporter des réponses finalement à ceux auxquels nous sommes tous confrontés, c'est qu'est-ce que notre société attend de nos enfants pour le XXIe siècle. Je crois que Oui, merci. Non, juste pour réagir à la question de l'éducation à l'image, parce que c'est une question, là aussi, qui est souvent rapidement posée et qui est présente, on est bien conscient. Et puis la question des réseaux sociaux et des outils de ce type-là, etc. Mais je pense qu'il faut aussi rappeler une chose simple. D'ailleurs, aujourd'hui même, là où on parle, dans l'académie où nous sommes actuellement, l'Académie de Créteil, il y a une journée lettres numériques. Une journée consacrée
à l'évolution des pratiques en enseignement des lettres avec le numérique. Et comme je suis ça à distance sur Twitter, je remarque aussi qu'il y a ce travail interdisciplinaire qu'on appelle de nos voeux, et notamment avec les mathématiques, et les projets lettres, maths qui sont intéressants à suivre. Juste pour rappeler qu'il y a aussi quelque chose qui se renouvelle avec le numérique, et vous êtes bien placé pour le savoir, ce sont les pratiques lettrées. C'est pas que l'image, le numérique, c'est aussi et avant tout le renouvellement, la réinvention des pratiques lettrées. Lecture, écriture, annotation, documentation, conservation, création de patrimoine ou réinvention des patrimoines. Et c'est pour ça qu'on encourage vraiment à ce dialogue entre des projets donc, de type de ce que mène par exemple Kaplan, bien sûr, entre autres, et puis évidemment la communauté éducative, pour bien montrer que le numérique, c'est aussi la réinvention de ces pratiques lettrées, et que c'est vraiment une dimension fondamentale qu'il faut rappeler. C'est pas seulement que les images, c'est pas seulement que les réseaux sociaux, ni les applications mobiles. Voilà. Merci bien. Si vous voulez bien, je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ce que nous avons dit. Je ne vais pas me synthétiser moi-même, mais je vais essayer de synthétiser ce qui s'est dit après ce que j'ai dit, et de vous donner aussi ma façon d'entendre ce qui s'est dit. Jesper Václav a commencé par nous montrer que, non pas à l'école, et non pas chez les enseignants, mais dans les administrations et les gouvernements, parce que je crois qu'il est bien conscient du fait que ce qu'il a décrit, c'est pas le discours des enseignants. Les enseignants sont généralement extrêmement vigilants sur toutes les questions, mais par contre, dans les grandes administrations, la Commission européenne, les différentes nations européennes, etc., les villes très souvent, ou les départements, ont essayé de honorer l'index d'équipement numérique dont on parlait tout à l'heure, y compris le président de la République, M. Hollande, qui s'était enorgueilli d'équiper tout son département d'abord avec des tablettes et qui voulait faire la même chose avec toute la France, ce à quoi le Conseil national du numérique, dont je faisais partie, s'est opposé, en disant que c'était une bêtise. On ne l'a pas dit comme ça, bien sûr, mais on ne parlait pas ainsi au président de la République, mais on a quand même fermement bataillé et on a eu gain de cause, d'ailleurs. Derrière tout ça, il y a toute une idéologie, on peut employer le mot, qui est parfois élaborée et assez subtile, parfois même très séduisante, parfois très vulgaire et très basique, du marketing extrêmement primaire. Et évidemment, on pourrait être tenté de dire qu'il faut rejeter tout cela, mais on ne peut pas rejeter tout cela. Parce que ça, c'est la réalité, et cette réalité, c'est pas seulement une réalité de fait, c'est la requête d'une nouvelle réalité de droit. L'école doit se positionner par rapport au numérique. Elle doit se positionner, par exemple, pour répondre aux questions que Rodrigo Arenas, en tant que représentant de la FCPE, pose, et très légitimement, que tous les parents se posent. Mais elle le doit aussi parce que, c'est ce que disait Elie Alouche, en fait, parce qu'effectivement nous discutons depuis déjà un certain nombre d'années, lorsque du côté des Digital Studies des Digital Humanities d'abord, et ensuite de ce que nous appelons les Digital Studies, et peut-être que Anne reviendra tout à l'heure un petit peu là-dessus, parce que je ne voulais pas te priver d'en parler, mais parce que c'est important par ailleurs. De ce côté-là, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le numérique bouleverse les savoirs dans toutes leurs dimensions. Absolument toutes leurs dimensions. Et que donc, il faut absolument étudier le numérique. À l'école, bien sûr. Mais si on veut l'étudier à l'école, il faut d'abord l'étudier dans les lieux où, pas seulement l'INREA, où on fabrique le numérique, mais absolument partout. Par exemple dans les Digital Humanities, parce que, voilà, comme vous venez de le dire, aujourd'hui il y a un nouveau rapport entre lettres et mathématiques qui passe par les algorithmes, l'analyse, l'extraction de patterns, l'analyse de données, etc., et qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer ce genre de choses. Mais ça suppose une politique élaborée. Ça suppose une politique avec des priorités. Par exemple, je n'arrête pas de dire que je suis très très frappé, pour ne pas dire extrêmement choqué, qu'on n'ait toujours pas lancé, à ma connaissance, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été lancé, mais moi je ne l'ai pas vu, en tout cas,
un programme sur l'étude des transformations de la linguistique par le numérique, pas simplement avec ce qu'on appelait à l'époque de Maurice Gross, il y a déjà longtemps, la linguistique computationnelle. Ça, c'est une histoire qui remonte à il y a 30 ans. Jacques Virbel, avec qui j'ai travaillé, est un spécialiste de ça. Mais les questions que Kaplan, justement, que vous avez nommées, Frédéric Kaplan a posées, c'est-à-dire comment les moteurs de recherche, les traducteurs automatisés transforment la diachronie des langages. Ça, c'est une question fondamentale, de linguistique fondamentale à l'époque de ces questions. Et là, il faut poser, d'ailleurs, ça c'est une thèse que je me permets d'introduire juste en passant, que le discours de Saussure qui pose qu'il faut séparer strictement la parole et l'écriture ne peut pas fonctionner. Parce qu'on voit très très bien qu'aujourd'hui, le numérique, comme le disait Clarisse Ehrenschmidt, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de l'écriture réticulaire, donc c'est une forme de l'écriture, et évidemment transforme très profondément le langage et donc la parole. Ça suppose donc de reprendre peut-être une stratégie digital first. Mais digital first, nous ne voulons pas dire du tout d'abord des tablettes ou des écrans interactifs ou je ne sais pas quoi, mais une vraie politique du numérique qui est une révolution épistémologique, qui est une nouvelle épistémologie, comme nous le disons depuis longtemps à l'IRI, et une nouvelle épistémé au sens de Foucault. Pourquoi est-ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut le conduire, ce programme? Nous avons des thèses là-dessus. Elles sont évidemment les thèses sont toujours fausses, elles s'avèrent toujours fausses après coup. Mais la question, c'est pas qu'elles soient absolument vraies, la question, c'est qu'elles soient justes. Voilà. Ce que je crois, c'est qu'une thèse juste consiste à dire en particulier que le numérique nécessite une critique du numérique, au sens kantien du mot. Voilà. Alors, au sens kantien, ou je dirais plutôt post-kantien, parce qu'on ne peut pas suivre Kant précisément sur un certain nombre de points où il se rend absolument incapable de penser des choses comme le numérique, y compris comme l'écriture. Mais par contre, il faut reprendre l'idée d'une critique au sens kantien et en rouvrant, ça c'est une thèse que je soutiens personnellement, en rouvrant la question des facultés. Des facultés inférieures, comme ils appellent, intuition, entendement, raison, imagination, et les facultés supérieures, à savoir faculté de connaître, faculté de désirer, faculté de juger, et d'autres types de facultés, qu'il faut peut-être de rêver, par exemple. La faculté de rêver est, à mon avis, une question fondamentale. Je ne vais pas rentrer dans ces objets qui sont les miens, mais si j'en parle, c'est parce que nous pensons que si on introduit ces problématiques, et qu'on les porte de manière contradictoire, évidemment, je défends là un point de vue, qui passe par la critique du schématisme kantien d'ailleurs. Il y a d'autres points de vue qui existent. Il y a le point de vue, par exemple, de quelqu'un qui est aujourd'hui commissionné par le ministre de l'Éducation nationale, qui est Stanislas Dehaene, voilà, qui développe des points de vue du point de vue des neurosciences. Moi-même, je suis assez critique sur ce point de vue-là. Je pense que ça serait bienvenu de la part du gouvernement d'ouvrir un débat critique avec des gens qui sont vraiment en mesure de le mener, ce débat. Parce que, bien entendu, que Stanislas Dehaene a un point de vue très important, qui a une influence aussi mondiale très importante. C'est un des maîtres de Marianne Wolf, dont je parlais tout à l'heure, qui est pour moi-même, la personne dans le champ des neurosciences qui est la plus inspirante, qui parle le mieux de ces questions-là. Mais justement, Marianne Wolf, qui a beaucoup travaillé sur les travaux de Dehaene, a ensuite, à un moment donné, bifurqué, en disant qu'il y a un point qu'il n'introduisait pas, justement. C'est dans ce qu'on pourrait appeler son économie du développement cérébral de l'être humain, et pas de la souris, c'est le rôle de la mémoire externe, de ce qu'on appelle la mémoire externe, par exemple, dans les théories d'Andy Clark ou de gens comme ça. Ces questions, je pense qu'il faudrait les animer à une échelle non seulement nationale, mais européenne. Et je crois qu'il faudrait les problématiser en termes d'urgence, parce qu'il y a une situation d'extrême urgence. Voilà. Je redis ce que j'avais souligné hier après l'intervention de Julien Dossier. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Si on prend au sérieux un tout petit peu les rapports du GIEC, des scientifiques dont je parlais tout à l'heure, et d'innombrables rapports comparables, j'en ai commenté de très nombreux dans mes propres ouvrages, il nous reste entre 30 et 40 ans pour rendre imaginable la possibilité de sauver la situation de la planète. C'est le discours de la majorité, la très grande majorité des scientifiques d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui lancer un programme de recherche scientifique d'introduction du numérique à l'école ou je ne sais quoi de ce genre si on ne répond pas d'abord à cette question-là. Or, qu'est-ce que c'est que cette question-là? C'est la question dont on parlait tout à l'heure en parlant de la différence entre compétence et savoir. La compétence est capable de respecter une procédure, un dispositif posté, comme on dit parfois dans les DRH, etc.
le savoir est capable de désautomatiser. Et la question, c'est la désautomatisation. Si on ne se donne pas les moyens de toute urgence de permettre à la plus grande partie des populations, et pas simplement dans le domaine académique de l'école normale supérieure ou de HEC ou de je ne sais quoi, mais dans les métiers manuels, etc., de permettre aux individus de reconquérir une capacité de désautomatiser, ce qu'on appelle précisément une capacité, ça sera une catastrophe, à très très courte échéance. Et c'est en plus une question d'économie industrielle de tout premier plan. Si l'Europe veut rebondir, elle doit développer ce genre de choses. Et là, je voudrais revenir à ce que disait Gerald Moore, qui porte ce projet depuis longtemps d'ailleurs, hein, ça fait déjà plusieurs années que tu es engagé là-dedans, qu'on a un petit peu ouvert une discussion avec Dassault Systèmes pour voir comment Dassault pourrait s'engager aussi d'ailleurs dans ces sujets. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Gerald? Il a dit deux choses. Il ne faut pas confondre l'adaptation et ce que j'appelle moi l'adoption. Voilà. Quand on s'adapte à un mode de vie, mais auquel on ne peut pas prendre part pour le construire, ce mode de vie, eh bien on ne le respecte pas. Et on ne le respecte pas, on ne se sent pas respecté par lui, et donc on ne l'habite pas vraiment. Au sens où Dominique Boulier, qui était effectivement là hier, parlait de l'habitat, et en montrant que l'habitat, c'est pas seulement le logement. Voilà. C'est exactement la question dont il parlait hier. Et nous pensons que, par exemple, y compris sur le territoire de Plaine Commune, mais voilà, ça fait longtemps que je rêve que de créer une coopération entre Plaine Commune et du RAM, parce que nous pensons que les échanges interterritoriaux sont très des territoires apprenants, que nous devons expérimenter des choses comme ça. Nous pensons que là, il y a des projets de recherche locaux, parce qu'il y a des réalités locales. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans le 5e arrondissement. Voilà. Et on ne se pose pas le même type de questions, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes partout, hein, dans le 5e arrondissement, même dans l'île dorée de Thiel, de Peter Thiel, je suis sûr qu'il a des tas de problèmes. Voilà. Peut-être avec lui-même. Mais il y a toujours des problèmes à résoudre. En revanche, quand on est sur un territoire, il faut spécifier ces problèmes avec les habitants de ce territoire. Et je crois qu'il y a un nouveau contrat social à négocier avec les institutions, dont les institutions éducatives. Les universités, les écoles, les collèges, les lycées, etc. etc. Pourquoi? Pour créer des ateliers contributifs qui soient capables d'apprendre la désautomatisation, précisément, et de l'apprendre sur des projets de réalisation sur ces territoires. Et il y a beaucoup de choses imaginables, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et là, je reviens vers notre projet. Dans quelle mesure la Seine-Saint-Denis, à travers le territoire apprenant contributif et le programme TIGA dont je parlais tout à l'heure, a une vraie chance? Eh bien, dans la mesure où, précisément, c'est un territoire en transformation, en grande transformation, où tous ces problèmes sont posés. C'est aussi un territoire qui a énormément de problèmes, voilà, à résoudre. Et donc c'est à la fois une chance et un handicap. Mais ce que nous essayons de faire, et c'est un peu l'enjeu de cette discussion et de cette table ronde aussi, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de créer un contrat qui est hors norme, évidemment. Hein. On sort de toutes les réglementations, on a demandé un droit à l'expérimentation, au sens où la Constitution le permet, on a le droit de sortir des réglementations. Ça, c'est absolument fondamental. Nous avons l'intention donc d'obtenir du gouvernement le droit à l'expérimentation de revenus contributifs, j'espère dans une échéance pas trop lointaine, peut-être une douzaine de mois, et on va revendiquer dans la loi, parce qu'il faut qu'on est en train de rédiger un projet de loi, le droit à sortir des réglementations de l'éducation nationale, par exemple. Et la question, c'est pas du tout ici de sortir de l'éducation nationale, au contraire, c'est dire re-rentrer, mais dans une expérimentation locale, avec un contrat local de développement, où toutes les parties prenantes du territoire, donc tous les habitants, sont étroitement associés, et dans cette perspective du développement, par exemple, que les investissements liés aux Jeux Olympiques, au Grand Paris, etc., rendent imaginables. Alors, pour tout cela, on a effectivement lancé, il y a déjà quelques années, maintenant 5 ans, je crois, à l'IRI, on a publié un livre d'ailleurs, un programme de Digital Studies, dont Gerald fait partie et pas mal de gens ici présents, Anne également. Je pense qu'il y a là ce que nous essayons de faire ici, dans cette expérimentation, c'est d'articuler des choses très conceptuelles, il y a des questions très théoriques d'épistémologie générale, avec des enjeux extrêmement pratiques, comment aider les mamans qui ont des difficultés avec leur bébé et leur smartphone.
et pour faire, c'est ce que je disais ce matin, de ces mamans, un peu comme les alcooliques anonymes, des représentantes de comment il faut se faire pour ne pas devenir addict du smartphone. Voilà. Et nous croyons beaucoup à ce type de logique, mais ça suppose des démarches un petit peu dans l'esprit de ce que Gérald évoquait tout à l'heure. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Anne, si tu veux rajouter quelque chose sur les études digitales, c'est tout à fait possible. Et par ailleurs, on va ouvrir la discussion avec la salle maintenant. Et ensuite, on fera une pause. Est-ce que quelqu'un veut... Anne, tu veux... Non, mais en fait, c'était juste pour rebondir sur... Enfin, c'était juste pour dire qu'effectivement, dans ce programme des études digitales, il y avait vraiment la volonté d'articuler des questions de recherche un peu fondamentales sur la transformation du numérique dans les différentes disciplines et des problématiques beaucoup plus... pratiques ou technologiques de comment transformer les outils au sein des institutions éducatives et que la recherche contributive avait justement pour fonction d'articuler ces différents champs, quoi. Enfin, le champ de la recherche, le champ de l'éducation et aussi les parents d'élèves notamment et les habitants du territoire qui sont préoccupés par ces questions-là. Alors peut-être que là, il faut que j'ajoute un petit point. Merci beaucoup parce que c'est très important, cette dimension-là. Il faut que j'ajoute qu'on a dans les programmes qui ont été labellisés par la Caisse des dépôts et consignations et le secrétariat général, le commissariat général à l'investissement, pré-labellisé, si je puis dire, nous avons le développement d'une plateforme contributive sur ce territoire, pour l'ensemble du territoire, mais que nous voulons faire commencer, non pas dans l'ensemble du territoire, mais avec les académiques, les ateliers contributifs, les écoles, etc., et qui est une plateforme alternative aux plateformes actuelles. Les plateformes actuelles sont basées sur l'augmentation de l'entropie et la prolétarisation systémique des contributeurs, et nous pensons que ce n'est pas du tout la technologie qui crée ça, ce sont des business models qui sont extrêmement toxiques. Et nous pensons qu'il faut les changer, donc nous avons un partenariat avec Orange sur ces questions, Dassault est également dans notre partenariat pour ce type de questions-là, et nous pensons qu'il faut articuler ça avec le BIM, avec toutes ces technologies de construction et tout ça. Donc il y a un énorme chantier à ouvrir, absolument exaltant d'ailleurs, très difficile évidemment à concrétiser, mais où il est très très important que nous arrivions à mobiliser des acteurs qui sont très 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 différents, des très grandes entreprises du CAC 40 à l'échelle mondiale, des acteurs quasiment isolés et seuls sur le territoire, des institutions comme l'éducation nationale, etc. Et donc, voilà, tout ça avec une démarche d'ingénierie, c'est-à-dire d'exigence, de construction de modèles supportant les passages à l'échelle industrielle, comme on dit, donc en travaillant avec des ingénieurs, avec des spécialistes du business, parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire joujou en périphérie de l'économie industrielle, il s'agit de venir au cœur des questions de l'économie industrielle. C'est vraiment le sujet. Et donc, quand on discute, par exemple, avec la FCPE, ça fait déjà presque un an qu'on le fait, même peut-être plus qu'un an. Voilà, c'est ça le souci, c'est de faire que petit à petit, ces habitants, qui sont parfois extrêmement démunis, voilà, eh bien, se retrouvent progressivement, peut-être en meilleure capacité que certains de leurs représentants sur ces questions, et ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des... Oui, bonsoir, je vous en prie. Boudon, adhérent à Ars Nutrialis. J'ai une question pour M. Alouche. Est-ce que vous préconisez ou utilisez le logiciel libre ouvert, ou si vous êtes classiquement dans les logiciels propriétaires? Et Alors, si oui, pourquoi? Oui, il faut savoir que nous, c'est pour ça que je veux en revenir à ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'idée que tout est décidé à la maison mère ou à la centrale et qu'on préconise telle ou telle chose. Sur le terrain, concrètement, les enseignants sont libres. C'est la liberté pédagogique, c'est un principe que vous connaissez sans doute. Et dans le cadre de la liberté pédagogique, ils sont libres d'utiliser les solutions qu'ils souhaitent. Et nous, souvent, ce qu'on fait dans nos... Enfin, maintenant, je parle à un niveau national, mais autrefois au niveau académique. Dans les journées d'animation de formation, souvent, il y a une hybridation entre plusieurs types de logiciels, qu'ils soient libres ou pas. Donc, il n'y a pas de préconisation au niveau national. C'est la liberté pédagogique qui joue dans chaque classe. Et on essaye de faire jouer le principe de pluralisme, puisque c'est ça qui correspond à la réalité du terrain. Vous pensez sincèrement que tous les professeurs sont libres face au rouleau compresseur des GAFA? Cette liberté, elle passe par un effort d'éducation et de formation. Voilà. Qui a été entrepris ou pas? Pardon? Est-ce qu'il a été entrepris? Parce que bon, moi le premier, je suis assez paresseux par rapport à tout ça. Bon, par rapport à la formation, c'est non, par rapport au logiciel libre. J'en ai utilisé, j'ai eu des ordinateurs. Oui. Maintenant, j'en achète un, je garde le logiciel propriétaire. Oui. Mais pour ce que vous appelez liberté pédagogique, ça peut être un état de fait.
Ça fait une dépendance par rapport aux fournisseurs, par rapport aux constructeurs, par rapport aux éditeurs de logiciels. Donc je pense que l'éducation nationale, comme le secteur public dans son ensemble, ont raté plein d'opportunités pour promouvoir le logiciel libre. Et ça date depuis 20 ou 30 ans, depuis que la problématique se pose. Sachant que, comme je vous l'ai dit, à un niveau micro, toujours ce qui joue, c'est ça. C'est-à-dire que l'enseignant est libre d'utiliser le logiciel qu'il souhaite, et qu'il y a de nombreux services qui soient libres, qui soient coopératifs, qui soient communautaires. Et donc, c'est la pluralité qui joue. C'est vrai que c'est très compliqué aussi de préconiser. Nous, encore une fois, dès qu'on le peut, alors je prends un exemple tout simple, avec les outils Framasoft, voilà, classiquement. Dès qu'on peut, on les utilise. Par contre, il faut savoir que sur le terrain, il y a un problème très très pragmatique qui se pose pour nos collègues formateurs, c'est qu'ils doivent former à ce qui est présent, c'est-à-dire il y a une expertise qui est présente ou qui va faire évoluer, ils doivent faire avec. Et puis évidemment, dans le monde idéal, il faut prôner ce type de logiciel, mais il y a aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il faut aussi former avec ce qui est existant. Si on a un collègue qui fait ses moyennes avec Excel ou tel logiciel, voilà, c'est là. Et donc il faut aussi former aux outils qui sont là, aux outils qui sont utilisés. Voilà. Et le problème du coût, vous l'avez évalué entre le coût d'OpenOffice et le coût de la suite Office Microsoft. Je raisonne en termes de contribuables. Oui, enfin là, je suis dans des considérations un petit peu pointues, je ne vais pas rentrer là-dedans. Puis je ne sais pas si c'est vraiment le sujet de... Ce que je propose, c'est parce qu'on va recevoir Pierre-Yves Gosset tout à l'heure, on va reprendre cette discussion tout à l'heure, puisque Pierre-Yves Gosset de Framasoft participe à la table ronde suivante, c'est qu'on continue cette discussion un petit peu plus tard. Mais ce que je voudrais dire, pour enchaîner sur ce que disait Élie Alouche, on peut reprocher énormément de choses à l'éducation nationale, au gouvernement, à la Commission européenne, je ne m'en prive pas du tout d'ailleurs, sur tout ça. Maintenant, je pense que la question, ce qui nous importe, nous, ici, c'est de faire des propositions positives. Et bon, ça fait des années que personnellement j'enquiquine l'éducation nationale, le gouvernement, etc., parce qu'il manque d'une politique du numérique. On a failli démissionner tous au Conseil national, d'une politique de logiciel libre, je veux dire. On a failli tous démissionner au Conseil national du numérique sur cette problématique-là, sous comment elle s'appelait, la personne qui avait succédé à Fleur Pellerin, et elle-même nous soutenait d'ailleurs, mais voilà, le Premier ministre de l'époque, M. Valls, ne soutenait absolument pas. Donc c'est un sujet que je connais bien et qu'on connaît bien. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce qui est important, c'est, par exemple, cette problématique que vous posez là, comment on la reprend ici sur le territoire. C'est ça la vraie question. Et comment aussi on reprend le problème, et ça, Pierre-Yves Gosset nous en parlera peut-être tout à l'heure, que, par exemple, un des professeurs de l'université Paris 6, j'arrive plus à retrouver son nom, qui est un Italien, d'origine en tout cas, avait posé à l'IRI il y a déjà pas mal d'années, à savoir que le logiciel libre avait une carence en termes je dirais, de travail sur les interfaces, sur l'ergonomie, et c'est une réalité. Et donc il y a des limites aujourd'hui au modèle du logiciel libre. C'est pas du tout à cause des libristes que ça, c'est parce que précisément ils ne sont pas soutenus. Mais maintenant c'est un cercle vicieux. Donc comment on fait des propositions concrètes pour sortir de ce cercle vicieux? Ça, je pense que c'est une chose à faire sur ce territoire. C'est pour ça qu'on a invité Pierre-Yves Gosset d'ailleurs, notamment, pas seulement pour ça. Roberto Di Cosmo, voilà, expliquait, qui est à l'époque, en tout cas, c'était un des responsables de politique de logiciel libre en France, à un haut niveau. Voilà, c'est lui qui disait ce que je viens de dire, c'est pas moi. On va prendre d'autres interventions. Oui. Bonjour, Pierre Clergue, architecte. Je voulais faire le point sur le BIM et les standardisations du BTP. Donc, par rapport à ce que disait Gérald Moore, c'était très intéressant. Par contre, c'est peut-être un abus de langage par rapport au logiciel de dire que c'est du BIM, parce que je crois qu'il utilise le logiciel Google SketchUp, qui est finalement... Oui, c'est ça. C'est un spécialiste BIM qui travaille avec Google SketchUp pour nous. Oui, d'accord. Mais par contre, Google SketchUp, je ne sais pas si on peut l'intégrer dans le programme BIM, parce que le logiciel se veut d'être une question de paramétrage entre le dessin et l'utilisateur, alors que Google SketchUp est finalement un dessin dans une interface numérique. Mais à travers Minecraft, ça serait l'idée d'avoir la possibilité d'une éducation à Minecraft dans les écoles, avec aussi des cours et des formations à l'architecture et à l'urbanisme, pour déconstruire peut-être un mode d'habiter qui se forme au fur et à mesure du petit âge. Et grâce à cette déconstruction des modes d'habiter, essayer de fabriquer
des nouveaux modes d'habiter et d'outils de fabrication à travers le BIM et avoir une singularité et de localité à travers pleine commune qui crée de la négantropie. Et par exemple, j'ai bien aimé l'exemple des courbes topographiques de l'Angleterre à travers Minecraft. Et l'idée, ça serait peut-être de faire l'inverse, à partir de Minecraft, d'avoir des modèles BIM qui soient facilement transférables et que le modèle Minecraft soit le début d'industrialisation finalement d'un bâtiment. De plus que Minecraft propose cette question de matière qui est très importante si on veut pouvoir construire local et avoir des filières industrielles qui soient en rapport au milieu, parce qu'aujourd'hui, rapporter du béton d'Australie pour construire Dubaï, alors que Dubaï a énormément de sable à côté, bah, finalement on a les mêmes questions qui se posent en France, et peut-être qu'à pleine commune, on va se poser la question, comme Bellastock, de la réutilisation des gravats, ou peut-être une utilisation des sols, du marne et compagnie. Donc, pour Minecraft, il y a un gros potentiel à prendre dans le sens de l'industrialisation à travers le BIM, surtout que le BIM a des facettes disruptives parce que là, on va le voir surtout comme une maquette 3D, mais les industriels veulent avoir à la fois après une quatrième dimension qui serait le temps du chantier, le temps de vie des matériaux et compagnie. Et ça, c'est très lié au jeu Minecraft parce qu'il y a tous ces blocs qui montrent différentes matières. Et je pense aussi que le jeu vidéo va se poser une grosse question à travers pleine commune parce que Tony Estanguet, pour les JO 2024, a proposé de faire entrer le e-sport, donc le sport de jeux vidéo, au JO 2024. Et ça pose des gros problèmes pour les gens entre le jeu vidéo et le sport. Et c'est aussi la question de quel jeu vidéo on met au JO. Parce que les JO ne veulent pas de sport de combat et tout. Mais peut-être que Minecraft est une opportunité. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui ai coupé, pardonnez-moi. Merci beaucoup Pierre. Je tiens à signaler que Pierre est architecte, il fait un travail de recherche en ce moment. Il travaille avec nous, avec l'IRI, avec les groupes voilà, qui se sont constitués depuis 2-3 mois pour essayer de faire un dossier d'investissement sur les 10 ans qui viennent à remettre à la Caisse des dépôts à la fin de cette année, enfin oui à la fin de cette année, et que lui, comme un certain nombre d'autres, travaille gratuitement avec nous, nous apporte des propositions extrêmement intéressantes, tout comme Anne d'ailleurs travaille aussi gratuitement avec nous, que nous faisons tout cela sans à peu près aucun moyen, que bien entendu ça ne pourra pas durer, je ne vous dis pas ça pour que vous alliez faire une manif dans la rue en sortant, simplement pour dire que voilà, pour le moment il y a une grande mobilisation, nous avons des soutiens heureusement d'un certain nombre d'industriels, de la Fondation de France, d'un certain nombre de la Caisse des dépôts, de la Société Générale, mais nous n'avons pas les soutiens aujourd'hui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous n'avons pas les soutiens du CNRS, qui n'apporte pas un centime, ni de rien de tout cela. Donc nous le faisons à la marge, et ça ne pourra pas durer éternellement, bien sûr. Mais pour le moment, nous avons une équipe voilà, qui est très motivée, qui a vraiment des idées, et qui essaye d'apporter des propositions concrètes pour ce territoire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, Raphaël, un idiot parmi les fous. J'ai une question pour celui qui voudra y apporter une réponse. Ne pensez-vous pas que les données qui sont récupérées par la sphère Google et compagnie puissent être le meilleur outil pour permettre l'analyse de toutes les questions qui ont été soulevées ici aujourd'hui? Alors, je me permets de vous donner la parole. Nous pensons exactement le contraire. Mais avant de... Enfin, je dis tout de suite que je vais ensuite passer la parole à Rodrigo Arenas qui veut revenir sur la question de Minecraft. Nous pensons exactement le contraire. Non pas du tout que nous pensions que, par exemple, Google, c'est pas bien ou c'est pas intéressant, etc. Moi-même, je passe ma vie à faire l'éloge de Google, d'une certaine manière, qui, je pense, est une véritable merveille du monde.
Google, tout comme Wikipédia, pour des raisons assez différentes d'ailleurs, mais en même temps, cette merveille du monde est ambiguë, extrêmement ambiguë. On parlait de Kaplan, bon, bah, c'est Frédéric Kaplan qui le premier a bien montré à quel point tout cela est ambigu justement, et admirable, absolument admirable. Et Kaplan sait de quoi il parle parce qu'il est polytechnicien, il fait des mathématiques appliquées, et à la différence de mon propre cas, lui il sait très très bien comment ça fonctionne, les chaînes de Markov, etc. Bon, qui est la technologie de calcul de probabilité mobilisée en premier lieu par Google. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que nous pensons exactement le contraire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Google. Personnellement, j'en suis absolument en permanence. Donc, c'est d'ailleurs ma page d'accueil sur mon navigateur. Donc, voilà, j'utilise Google absolument tout le temps. Mais par contre, il y a un modèle Google dont je crois qu'il n'est pas solvable, qu'il n'est pas durable, qu'il n'est pas soutenable, et qu'en fait, il est profondément toxique. D'une part. Et d'autre part, vous avez dit Google, et pas seulement Google, mais tout ce qui concerne l'industrie de la data, et de l'extraction de patterns automatisés sur des très très grandes masses de données, etc. Voilà, je vais redire ce que Kaplan disait un petit peu différemment. Ça consiste d'abord à désorthographier les individus, par exemple, qui utilisent les systèmes d'autocomplexion, etc. Donc ça diminue les savoirs des gens et ça les rend de plus en plus dépendants et addicts. Premièrement, et ce que je viens de dire sur l'autocomplétion, c'est vrai du GPS pour les taxis, c'est catastrophique les taxis maintenant. Même les vieux taxis maintenant ne savent plus ce que sont les rues de Paris. C'est vraiment une catastrophe. J'en ai fait l'expérience ce matin, je dû prendre un taxi. Enfin bon, bref. Mais c'est hallucinant. Le niveau, la vitesse de la dégradation de ces savoirs est quelque chose d'hallucinant. Mais par ailleurs, et je dirais surtout, ces technologies fonctionnent sur les moyennes. Alors, il y avait un philosophe à la fin du 19e siècle qui s'inquiétait beaucoup de ça. Il s'appelait Friedrich Nietzsche. Il ne parlait pas des big data, il ne savait pas ce que c'était, mais il sentait venir quelque chose du côté d'une généralisation du calcul. Et puis, un de ses admirateurs, qui s'appelait Robert Musil, mais qui était par ailleurs mathématicien, statisticien et spécialisé probabilité, eh bien, a écrit, outre une thèse sur Ernst Mach, le physicien, il a écrit L'homme sans qualité. Et il a mis en scène dans L'homme sans qualité ce qu'il appelle la cacanie qui repose sur les moyennes. Et c'est aujourd'hui que se réalise cette cacanie. Et malheureusement, elle ne concerne pas que l'Autriche-Hongrie, qui à l'époque était en décadence, elle concerne le monde entier. Alors, nous pensons que ces technologies-là peuvent être extrêmement utiles, et là ça me ramène, c'est pour ça que je prends un petit peu la parole à nouveau, j'en suis désolé, vers la question d'Emmanuel Kant. Elles peuvent être extrêmement utiles dans la mesure où ce sont des technologies d'augmentation des possibilités analytiques de l'entendement, de ce que Kant appelait l'entendement. Verstand en allemand. Mais nous pensons aussi qu'il ne faut pas oublier ce que disait Emmanuel Kant. L'entendement n'est pas autosuffisant. L'entendement a besoin de la raison. L'entendement a des capacités analytiques absolument extraordinaires. Hein. Il peut aller extrêmement loin. C'est ça que produisent, par exemple, les extractions de patterns automatisés. Mais il ne peut pas produire de bifurcation. Alors, c'est pas Kant qui dit ça, bien entendu. C'est moi interprétant Kant, bien sûr. Hein. La notion de bifurcation n'existe pas chez Emmanuel Kant. Mais par contre, lorsque Emmanuel Kant décrit les idées, ce qu'il appelle les idées de la raison, comme étant la faculté synthétique d'interprétation de la faculté de connaître, ça, c'est une capacité de bifurcation qui n'est pas solvable, qui n'est pas soluble dans un calcul. Parce que précisément, c'est ce qui va permettre de bifurquer vers quelque chose d'incalculable. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ni Kant, mais c'est Whitehead. Il le dit pas tout à fait comme ça, mais ce qu'il appelle la fonction de la raison, c'est ce qui permet ça. Donc, nous croyons, c'est pour ça que nous insistons sur les Digital Studies depuis 5 ans à l'IRI. Nous pensons qu'il faut que l'Europe se réempare des questions qui ont été développées au XVIIIe ou au XIXe siècle en philosophie, y compris avec Leibniz, qui est un des précurseurs de toutes ces questions-là en tant que mathématicien et en tant que, disons, préconcepteur ou concepteur des prérequis de l'informatique. Donc, nous avons à revisiter tout cela dans une vision qui ne soit pas pilotée par le marché ou par l'idéologie de la disruption, qui ne rejette pas du tout la disruption et qui ne veut pas ignorer ses effets et la nécessité d'y répondre, mais qui par contre sache prendre la distance délibérative. C'est pour ça que la plateforme dont je parlais tout à l'heure, c'est une plateforme de délibération, qui utilise les big data, toutes ces technologies-là, mais qui aussi utilise des champs, ce qu'on appelle des champs informationnels, qui ne sont pas calculables et qui sont posés a priori comme n'étant pas calculables, parce qu'ils doivent faire l'objet d'une délibération.
Vous savez bien que bon, Maël Monteville est présent là dans cette salle, il pourrait parler, il en a un tout petit peu parlé ce matin, voilà, les big data, ça peut produire dans le champ de la santé des choses très 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 surprenantes et même admirables, mais ça ne veut pas répondre à la question de la santé en tant que telle. Peut-être que je te donne la parole là-dessus, Maël. Oui, je peux enchaîner un petit peu avec deux exemples. Le premier, c'est on a réussi à utiliser des algorithmes de big data pour essayer de retrouver certains principes de la mécanique classique, mais c'est fait avec des données qui sont très particulières. En fait, c'est des données sur les pendules. Donc en fait, le pendule, c'est quelque chose qui est choisi par les physiciens parce que justement, les principes de la mécanique s'y retrouvent assez facilement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'abord la recherche des données pertinentes par les scientifiques et ensuite l'élaboration théorique. Et les deux, bon, après, s'entremêlent. Et donc, ce qu'on arrive à faire avec des big data, c'est quand on a déjà bien choisi ces objets et ces données, là, on peut faire quelque chose. Et un deuxième exemple pour montrer les limites des approches en termes de données, c'est des algorithmes pour les DRH, pour recruter les gens. Donc ces algorithmes peuvent utiliser les données du passé, mais si on se contente de ça, les données du passé font que les femmes ne sont pas très bonnes pour les postes à responsabilité. Donc avoir une utilisation juste des données et des corrélations qu'il peut y avoir dans les données, ça ne suffit pas à faire ce qu'on a envie de faire. En l'espèce, à introduire un peu de rationalité dans cette affaire. Merci Maël. Rodrigo voulait réagir aussi sur la question de Minecraft. À partir de là, en fait, c'est que là, le phénomène Minecraft, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très répandu dans le département parce qu'il y a énormément de collégiens qui jouent à ce jeu. Énormément. Même dans ma prof, moi j'ai 4 mômes, que des garçons, 2 collégiens. Comment c'est venu aux parents d'élèves? C'est venu parce que les parents se rendent compte que les gamins jouent à tous ensemble, qu'ils communiquent soit par téléphone portable, soit par mail, soit par réseau sur les avancées, qu'ils passent des heures sur YouTube à voir les experts qui en général ont plus de 35-40 ans, hein, d'ailleurs, comment on joue à Minecraft, comment est-ce qu'on cherche les nouveaux matériaux, qu'est-ce que ça veut dire, font un tour sur Wikipédia pour savoir qu'est-ce que la différence entre le marne, etc. C'est-à-dire que c'est un sujet d'inquiétude. C'est-à-dire que les parents sont largués. Ils sont largués. Comment ça se fait que mon gamin, plutôt que de faire ses devoirs, il passe des heures sur YouTube à travailler à un jeu auquel ils ne comprennent rien, parce qu'en plus, ça ne ressemble absolument pas à ce qu'ils ont connu eux-mêmes. Enfin, nous, on est la génération Mario Bros, quoi. Donc, même si c'est à la mode, enfin, on n'est pas dans le même rapport. Donc, c'est d'abord l'inquiétude. C'est d'abord l'inquiétude, et au-delà de ça, c'est en plus pourquoi est-ce que mon gamin ne va pas sur Scratch, puisque Scratch est un logiciel qui est utilisé dans les collégiens. Pour les collégiens, moi je ne connaissais pas, hein, je suis un enfant du DOS, hein, donc vous voyez, je suis super limité là-dessus, je suis un simple utilisateur en fait, je suis un consommateur d'outils numériques, je ne suis pas un concepteur, je ne sais pas coder, je ne comprends pas comment mon gamin code, pour autant, ces outils-là, ils sont utilisés en classe, notamment pour les bons élèves, puisque notamment en cours de maths, les gamins qui ont fini les exercices avant les autres, ils peuvent aller programmer, les autres, il faut qu'ils finissent les exercices de maths. Donc, vous voyez, toutes ces ruptures-là font qu'aujourd'hui, le numérique est un enjeu démocratique. Est un enjeu démocratique de comment est-ce qu'on se réapproprie en fait quelque chose qui traverse tous les champs de la société, toutes les familles, tous les champs des adultes de façon intergénérationnelle, puisque les gamins en particulier, ceux de pleine commune, notamment ce qu'on appelait les quartiers populaires, les cités, là où j'ai grandi d'ailleurs, c'est quand même les gamins qui sont les plus maltraités aujourd'hui d'une certaine façon, et ce sont eux qui vont prendre soin de nous quand on sera vieux, parce que finalement ce sont eux qui sont embauchés dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, etc. Donc si on maltraite aujourd'hui les enfants qui vont s'occuper de nous quand on va être vieux, ça va être compliqué la suite. Vous voyez, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il y a un vrai enjeu démocratique là-dedans, et il y a un vrai enjeu démocratique alors, je ne sais pas si j'ai raison sur le champ conceptuel, parce que ce n'est pas mon champ d'investigation, mais en parlant des différentes discussions qu'on a pu avoir, etc., on s'est posé la question, en tout cas dans notre fédération, est-ce qu'il n'y a pas une disruption aussi entre ceux qui savent du point de vue académique et ceux qui ne savent pas? Et il s'avère que ceux qui ne savent pas souvent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des savoirs, ça veut dire que les savoirs ne sont pas pris en compte dans le champ de la discussion démocratique. C'est pour ça qu'au début, quand on bossait ensemble, on disait, bon, on va inventer on appelait ça pompeusement un espace de coworking, qui faisait évidemment appel à du marketing. En plus, c'était un peu salaud dans la méthode d'utiliser des concepts qu'on rejetait conceptuellement, mais il s'avère que ça parlait à plein de gens parce que médias aidant, l'espace de coworking, ça parlait au fait qu'on venait tous dans un endroit où on pouvait travailler ensemble, trouver des solutions. Bon, il y avait un imaginaire là-dessus, sauf qu'on se rend compte qu'on est en train de larguer plein de gens.
On est en train de larguer plein de gens pour la simple et bonne raison, c'est que si d'un côté on dit qu'Amazon c'est tout pourri parce qu'on est en train de tuer la relation humaine, c'est-à-dire qu'on peut faire ses courses aujourd'hui sans aucune interaction humaine, et bien finalement, comment est-ce qu'on fait pour que cet enjeu démocratique, on ne désapproprie pas des gens qui ne peuvent pas être dans l'échange autrement que dans le contact vivant? Et là, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que le numérique ne peut pas tout. Pour ça, nous, en juin, on va lancer les assises de l'éducation en Seine-Saint-Denis, où on va essayer de mettre autour d'une table autant des gens qui savent, parce qu'il faut aussi valoriser le savoir académique, le savoir universitaire, c'est-à-dire là où se fait la recherche. Mais le mettre aussi en lien avec ceux qui en sont largués. Parce qu'à un moment donné, si on se dit qu'il y a disruption sur le numérique, il faut aussi qu'on évite d'avoir cette rupture. Parce que ce qui dit enjeu démocratique dit aussi le fait qu'on doit avancer ensemble. Et pour avancer ensemble, il faut mettre en capacité de mettre les gens en situation de production collective. Et ça ne peut pas seulement se faire sur le champ numérique. Et c'est pour ça que les uns les autres, qui sommes un peu plus ou moins avancés sur ces sujets-là, on doit être en mesure d'instrumentaliser dans un cadre de bienveillance. Et c'est ce dont aujourd'hui nous avons bien du mal à mettre en œuvre. Merci.